Quand j'étais petite, je refoulais totalement l'Afrique. J'avais aucune envie d'être africaine. C'était même un peu la honte pour moi. On m'avait dit 100 000 fois que les Noirs puent, que les Noirs vivent dans des arbres. Enfin, tu vois, les cris de singe à l'école. Au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas une bonne chose d'être noir, tu vois. Je suis née à Tawa, dans la Cambrousse, dans la brousse même, au Niger. J'ai été adoptée ensuite à 3 mois par des parents français. Et j'ai grandi en Normandie, dans une petite ville qui s'appelle Flers. Mon adoption, ça a été une découverte pour moi plus tard. Parce que dans ma famille, j'étais considérée comme un membre de la famille comme les autres, c'est-à-dire une personne blanche. Quand je suis arrivée en France, mes parents m'ont appelée Anaïs pour que je m'intègre. Et puis aussi parce que dans l'adoption, il y a le mythe de la page blanche, qui est de dire tu vas être dans une nouvelle famille, donc il faut faire table rase de ton passé. Pour t'adapter à cette famille, c'est préférable d'avoir un nouveau prénom pour repartir sur une nouvelle lancée. Une fois que je m'appelais Anaïs et que j'étais intégrée, dans la tête de mes parents, il n'y avait pas de problème en fait. Tu vois, mes parents, ils étaient très colorblind. Ils se disaient, non mais toi tu n'es pas noire, tu es blanche comme nous, tu fais partie de la famille, etc. Ils le disaient pas en ces termes, mais c'était ce que j'ai compris de leur discours, de dire que j'étais une personne comme les autres dans cette famille. En fait, c'est comme si j'étais arrivée au top de l'assimilation, tu vois. C'est un peu le truc à la française de dire il faut s'assimiler, il faut avoir toutes les valeurs françaises. Quand je me suis rendu compte, à l'âge adulte en fait, et assez récemment, que en fait mes origines sont un peu en Normandie parce que j'y ai grandi, mais aussi d'ailleurs. Et que en fait, une fois que je me suis totalement assimilée à la culture française, j'ai envie de retrouver ma culture d'origine ou du moins de pas la nier. Ce que j'ai fait beaucoup quand j'étais enfant, tu vois. Je voulais pas être noire, je voulais faire partie de ma famille et je voulais être comme tous les autres enfants à l'école qui étaient tous blancs en fait. Maintenant, en fait, je suis en train de faire le chemin inverse, qui est de découvrir mon africanité. C'est une fois sortie de cette famille, quand à l'âge adulte, j'ai dû chercher mes premiers apparts ou faire des choses d'adulte, que je me suis rendu compte que j'étais pas du tout la fille blanche que je croyais que j'étais et qu'on m'a dit que j'étais. C'est comme si j'étais un bounty, quoi. À l'intérieur de moi, j'avais toute la culture blanche et à l'extérieur, je me reconnaissais pas dans le miroir. Et pendant longtemps, le miroir, ça a été une épreuve pour moi. En psychologie, c'est assez connu, on se repère et on se reconnaît dans l'image de la mère. La mère étant blanche, je me suis reconnue en tant que personne blanche. Et j'avais beaucoup de haine de moi-même et en fait une envie de devenir blanche, qui allait au point que quand j'étais enfant, je déchirais les photos de moi bébé parce que je voyais un enfant noir et je voulais pas être cet enfant noir. Maintenant que je suis adulte, je me dis j'ai beaucoup subi de racisme en fait. J'ai eu plein de remarques, en fait, des micro-agressions, tu vois. Quand j'étais petite, je refoulais totalement l'Afrique. J'avais aucune envie d'être africaine, j'avais aucune conscience d'être africaine, de ce que ça voulait dire. C'était même un peu la honte pour moi dans ma tête d'être africaine, parce que on m'avait dit 100 000 fois que les Noirs puent, que les Noirs vivent dans des arbres, enfin tu vois, les cris de singe à l'école, enfin tu vois, tout ce qu'on peut vivre comme micro-agression, mais quotidienne en fait. Au bout d'un moment, je me suis dit que c'était pas une bonne chose d'être noir, tu vois. Donc pendant toute mon enfance, j'étais un peu comme le mouton noir, tu vois, du troupeau. C'était l'impression que j'avais. Et c'était ce que j'étais en réalité, tu vois. En fait, j'en ai jamais vraiment parlé parce que mes parents étant colorblind, comme je disais, ils me disaient plutôt, mais t'es sûr que c'est du racisme? Enfin, j'avais pas de discussion dans ma famille sur ce sujet-là, ni sur beaucoup de sujets. Enfin, c'est une famille... Ils sont de racines paysannes, assez taiseux, tu vois, on raconte pas nos vies. Et je sais pas, je me sentais... En fait, j'avais tellement honte de subir du racisme à l'école que j'en ai pas parlé à mes parents. Mais ça, il y a plein d'enfants qui sont bullies ou harcelés à l'école, qui en parlent pas à leurs parents parce qu'en fait, ils se disent que... Tu vois, tu ressens une forme de culpabilité. En fait, tu te dis, ouais, si on me harcèle, c'est parce que je le mérite, en fait. Il y a un truc comme ça, au bout d'un moment, tu te dis que c'est ta place dans la société. En fait, il y avait du racisme ordinaire à l'école. Et aussi, moi, j'avais des pensées racistes envers moi-même parce que, comme on me disait que j'étais noire, je ne voulais pas l'être, donc je n'aimais ni moi ni les noirs, etc. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de devenir folle, tu vois. J'étais dans un mal-être, tu vois, au-delà d'être le cul entre deux chaises. C'était moi avec moi-même. Il y avait un combat intérieur, tu vois. C'est comme ça que je suis devenue artiste aussi. C'est en ayant ce conflit intérieur, j'étais obligée d'en faire quelque chose. Sinon, il y a longtemps que je me serais suicidée. Enfin, je sais pas. Ouais, j'aurais pu, à l'adolescence, tu vois, enfin, ou même à l'âge adulte, si j'avais gardé des pensées aussi négatives sur moi-même, aussi négatives sur le monde, enfin sur les personnes noires et subi du racisme ordinaire, au bout d'un moment tu pètes un câble, tu vois. Cette colère, elle s'est beaucoup exprimée dans mes écrits d'adolescente. Enfin, je sais plus exactement ce que j'écrivais, mais c'était très sombre. J'en voulais beaucoup à ma famille de pas me comprendre. J'étais très, je sais pas, pas en lien avec les membres de ma famille et ça se traduisait aussi par des excès, tu vois, mais les excès qu'on a à l'adolescence, sauf que moi c'était un peu plus. À partir du moment où j'ai découvert le joint,
J'en fumais, mais un peu plus que les autres. Ou quand j'ai découvert l'alcool, je buvais, mais un peu plus que les autres. Cette colère qui est devenue en fait, au-delà du mal-être, qui était aussi un mal-vivre. Et aussi par des engueulades avec mes parents. Une fois, je me souviens avoir dit à mon père, mais de toute façon, t'es pas mon père. Ce que tout enfant adopté a dit une fois à ses parents. Mais en fait, c'est mon père. C'est juste moi qui avais un mal-être. J'ai commencé à avoir des amis noirs à la fin du collège et au lycée. Il y avait plusieurs filles noires et on formait un groupe, tu vois. Et c'est là que j'ai commencé à me rendre compte que j'étais aussi comme d'autres, qu'il y avait d'autres personnes dans ma situation. Et étonnamment, en fait, j'avais l'impression que tous les noirs seraient mes amis. Finalement, arrivé à l'âge adulte, je comprends que c'est plus nuancé que ça. Je m'identifiais beaucoup à des personnalités noires, mais enfin, il y en a pas beaucoup en France. Enfin, il y en avait pas beaucoup à l'époque. Je m'identifiais beaucoup à Nina Simone. Et en fait, dans ma tête, c'était soit je deviendrais femme de ménage, soit je deviendrais Nina Simone. Parce qu'en fait, autour de moi, les seules personnes noires que je voyais, c'était des femmes de ménage. Et du coup, je me disais que c'était ça les deux options, en fait, pour moi. Je me reconnaissais pas en, je sais pas, des professeurs, il y avait pas de profs noirs, il y avait pas de médecins noirs dans la ville. Enfin, tu vois, il y avait personne de noir qui pouvait être un modèle ou un exemple que j'aurais pu suivre dans mon entourage, en fait. Et c'est là que j'ai commencé aussi à me construire en tant que personne et en tant qu'artiste aussi. En cours, on avait lu L'existentialisme est un humanisme, qui dit que, donc, en gros, on peut devenir qui on rêve d'être ou qui on veut. On peut créer sa vie. Et c'est là que j'ai commencé à faire des chansons. Et j'ai aussi commencé à faire des concerts dans une salle de concert qui s'appelle Le Cargo. Je faisais des premières parties, tu vois, d'artistes comme Ayo ou Yael Naïm, etc. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à me libérer de mon enfance, en fait. Le fait que je me sois beaucoup réfugiée dans la musique, c'est encore un truc, c'est une force, en fait, pour moi, tu vois. Dès que j'ai un problème, un stress, quelque chose qui va pas, je joue de la musique. C'est comme si je faisais 2 heures de yoga, quoi. Je ressors de cette expérience avec la conscience fraîche et ça me permet de prendre du recul sur les choses et de mieux vivre, en fait. Depuis que j'ai pris conscience que je suis une femme noire, c'est comme s'il y avait un vu d'ici et vu de là-bas. Vu d'ici, je suis capable de t'expliquer pourquoi ça se passait mal pour moi à l'école. Vu de là-bas, j'avais aucune conscience de moi-même. Et donc j'étais juste dans un mal-être sans fin, tu vois, dont je ne trouvais pas l'objet, en fait. Et donc je pensais que c'était parce que j'étais adoptée. Aujourd'hui, j'habite à Château-Rouge. Et là, j'ai complètement anesthésié mon mal-être en vivant dans ce quartier, parce que c'est le quartier noir à Paris. Mais c'est pas quelque chose que je me suis formulé. En fait, quand j'ai découvert le quartier, je me suis pas dit « Oh, waouh, magnifique, tout le monde est noir, je suis comme tout le monde ». J'étais plutôt même dans un truc de me dire « Waouh, il y a que des noirs, c'est peut-être un quartier dangereux », parce que dans la vision que j'avais enfant ou adolescente, à force d'être imprégnée de racisme, j'avais moi-même des pensées racistes, on va dire. Du coup, je me disais « Ouais, est-ce que c'est pas dangereux de vivre ici ?» Et c'est au fur et à mesure du temps, à force d'y vivre, et en rencontrant aussi des gens là-bas, tu vois, tout simplement parce qu'en fait dans la rue les gens se parlent et en rencontrant certaines personnes, je me suis dit ouais, en fait ici c'est chez moi, j'ai plus de mal-être, en fait, je me sens même si j'ai pas du tout je comprends pas le Wolof, je comprends aucune langue qui peut être parlée, mais j'ai l'impression d'en faire partie, enfin d'être chez moi. Je sais pas, je me suis pas levée non plus un matin en me disant j'ai plus honte de moi-même, tu vois. C'est au fur et à mesure du temps, en prenant aussi un peu d'âge, que au final j'accepte ce que je suis maintenant, tu vois. J'ai fait table rase des pensées négatives que je pouvais avoir sur moi-même et sur les autres au fur et à mesure du temps. Enfin, tu vois, j'ai compris que juger est inutile, que ce soit soi-même ou les autres. Enfin, j'ai vidé mon sac, je me suis débarrassée de valises que je portais, tu vois, de mon enfance. Aussi en rencontrant des personnes adoptées. C'était pendant le confinement, j'ai fait une rencontre sur Instagram avec des personnes adoptées. On a fait un Zoom et on parlait de notre adoption, etc. Et on était nombreux, en fait, à avoir ce vécu de s'être haï soi-même et qu'à un moment donné, cette haine de soi, c'est comme un mur que tu vois pas, qui avance, et un jour tu vas te prendre ce mur-là, tu vois, qui est en fait ton reflet dans le miroir, et te dire mais ça c'est moi et je ne suis pas ce qu'on m'a dit que j'étais, tu vois. Donc voilà, c'est en rencontrant des gens et notamment des personnes adoptées que j'ai remis à plat mon histoire et que je suis capable d'en parler maintenant, tu vois. Et assez sereinement. Je peux pas parler pour l'adoption, tu vois. Je peux parler que de mon cas. Je pense que c'est une accumulation de mythes et légendes, l'adoption. C'est juste un truc avec lequel il faut vivre et qui donne aussi une force. C'est Leonard Cohen qui dit ça. Je vais le dire en anglais avec mon accent pourri, mais c'est There is a crack in everything. That's how the light gets in. Il y a une fêlure en toute chose et c'est par là qu'entre la lumière. Et c'est ça l'adoption pour moi, c'est que c'est ma fêlure, mais c'est par là aussi qu'est rentrée la lumière, tu vois. Si j'avais pas été adoptée, j'aurais pas cette vie. Mais en tout cas, je suis contente de la vie que j'ai et que j'ai réussi à créer. Et c'est comme ça, en fait. Je ne peux que l'accepter, en fait, et voir ce que la vie me réserve.